Monsieur, Check. bonjour. Bien, ça me fait plaisir de te Très recevoir. heureux. Bon, bah écoute, encore une nouvelle fois, merci David d'être. Très heureux. Hein. Merci à toi. Donc, nous avons vu Limoges, ça s'est bien passé. Très bien. Toulouse, ça a été juste. Hein. La première, déjà au Parnasse, elle était très difficile parce que même si le score a été un score important, l'équipe de Limoges, c'est une très belle équipe qui a recruté des joueurs de grand talent, Dragan Gajic. Et puis après, on savait que Toulouse, la semaine d'après, c'était un match capital déjà, puisque c'est un concurrent direct pour le top 5. C'est une équipe qui joue bien. On a eu du mal contre eux en match amical. Donc voilà, c'était un match difficile, mais l'important, ce qu'on retient, c'est la victoire. Et puis bon, on enregistrera l'émission aujourd'hui mardi, donc mercredi soir, demain soir, c'est le derby. On peut espérer qu'une chose, c'est que le Han fasse comme le Nîmes Olympique. Ouais, le derby qui est un match, j'allais dire en haute altitude, là aussi, puisque c'est encore un match avec deux Européens, eux qui se sont bien qualifiés pour les phases de poule après deux matchs face à Skjern. Nous qui étions qualifiés déjà par notre classement la saison dernière. Donc un match d'équipe européenne avec une forme, j'allais dire, de suprématie de la région. Mais je crois que ce sont surtout deux clubs qui vont avoir envie de faire un gros match. C'est encore un match face à un concurrent direct. Bon, mais on attend Benji. Hein. Patrick, on va commencer l'émission. Allez. Cinq, 4, 3, 2, 1. Comme tu veux. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'émission Tête à Tête. Vous étiez plus de 2000 à avoir visionné la première émission de Tête à Tête, notre dernier entretien. Alors nous sommes toujours au restaurant Le W, chez Alain Moulin, square de la Couronne à Nîmes, à la vision bébé, notre bébé international, national, on pourrait même dire, il est connu dans les Halles, donc s'il est connu dans les Halles, il est International. Connu, international. À la communication et aux photos, toujours bien sûr notre canadienne préférée, québécoise, pardon, préférée, France Pellicano. Nous a rejoint également notre stagiaire Aurélien Quillet, qui petit à petit taille sa pierre. Alors nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, David Tébib, l'homme qui monte dans la vie sportive nîmoise, mais également nationale et internationale. David, bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Eh bien merci, nous ça nous fait toujours plaisir. Partagé, vraiment. Puis tu es un homme de combat. Ah oui, là on en livre beaucoup en ce moment. Alors, celui qui n'a jamais appris à obéir ne peut être un bon commandant. C'est Aristote qui disait ça. Est-ce que tu as appris à obéir, toi ? En tout cas, j'apprends à respecter, j'apprends à être humble, encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui me guide. Je crois que jusqu'au dernier jour de sa vie, on se doit d'apprendre. C'est quelque chose qui doit nous nourrir continuellement. Donc le respect et l'humilité. Le respect et l'humilité, c'est une bonne chose, effectivement. Donc alors, en 1960, l'Union sportive des anciennes du Mont du Plan Nîmes-Gare, couramment abrégé par l'USAM, a vu le jour. C'est un club de handball français, pour ceux qui ne le sauriez pas. Alors, quelle évolution il y a eu depuis ? Parce que tout a changé. Toujours, ils étaient amateurs. Je crois que l'USAM Nîmes-Gare, c'est effectivement un club qui a été créé en 1960, ça c'est une évidence, par des passionnés de handball qui étaient profs de sport au Mont du Plan, d'où le nom l'Union sportive des anciens du Mont du Plan. C'est un club qui avait démarré par la passion, hein, par l'envie de partager ces moments, de partager ce sport. Et puis petit à petit, il a grimpé tous les échelons jusqu'au plus haut niveau national, avec tous les internationaux que l'on a connus, avec le capitaine emblématique Alain Porte, qui d'ailleurs vient souvent, dès qu'il le peut, avec son titre de sélectionneur de l'Algérie, dès qu'il peut, il vient au Parnasse. Je crois que l'USAM Nîmes-Gare, c'est un patrimoine.
au même titre que Nîmes Olympique. C'est une ville sportive, la ville de Nîmes, avec ce formidable club qui a apporté tant d'émotions dans Pablo Neruda, dans les arènes de Nîmes en Coupe d'Europe, maintenant dans le Parnasse infernal. C'est véritablement un club qui appartient à tous et à toutes. C'est un club qui a toujours bien véhiculé ses valeurs qui sont toujours les mêmes depuis 1960, honneur, courage, combativité et solidarité. D'ailleurs, on a voulu revenir à ces bases pour la communication cette année. Et c'est un club qui a vécu des hauts, des bas, comme l'histoire de la vie, puisque le sport, c'est le reflet de la vie. Voilà, donc je crois et je fais un clin d'œil à toutes et à tous qui ont traversé ce club. Je fais un petit bisou à France également, qui est une formidable personne avec qui j'ai vécu de grands moments à l'USAM Nîmes-Gard, qui en ce moment se bat un petit peu, beaucoup même, avec beaucoup d'énergie face à la maladie. Toutes ces personnes qui ont fait en sorte que l'USAM Nîmes-Gard grandisse. Donc voilà, une belle aventure humaine. Le Parnasse est vieillissant. Est-ce qu'il y a un projet qui est prévu? Oui, je crois que Jean-Paul Fournier et ses équipes et Laurent Boissier ont vraiment envie de transformer cet outil. C'est un outil qui a maintenant un certain âge. Je crois que des efforts ont été faits. Il y a eu un nouveau sol aujourd'hui pour la Coupe d'Europe, mais également pour tous les matchs de championnat. Aujourd'hui, l'USAM Nîmes-Gard a été la saison dernière 3e du championnat, l'année d'avant 5e du championnat. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de vouloir s'installer tout en haut. Et le plus dur, on le sait, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Donc on a besoin d'avoir un outil qui évolue. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des travaux pour faire en sorte qu'il y ait une Arena 2.0, un Parnasse 2.0, avec plus de capacité, plus de spectateurs, une meilleure également capacité en termes de réceptifs, d'accueil. C'est quelque chose qui est important et je crois que les Nîmois et les Gardois et au sens large, tout le monde a envie de partager tout cela dans un Parnasse 2.0. Ça devrait être fait rapidement? J'espère, je n'ai pas encore tous les éléments, mais je sais qu'il y a une vraie volonté de faire en sorte d'avancer sur ce dossier. Bien, tu sais que Tête à Tête est une émission d'équipe. Hein. Alors on va demander à Bébé de nous poser la question, sa question. La question de Bébé, c'est nouveau dans l'émission. On essaie un petit peu. Hein. Voilà, il arrive tout simplement. Hein. C'est dans les conditions du direct. Hein. Et bonjour à tous. Bonjour Bébé. Bonjour, bonjour. Alors, ma question, Oui. Ma question concerne tes présidences, entre guillemets. J'aurais aimé savoir comment on peut allier une présidence de club, comme l'USAM, et une présidence nationale. Comme la Ligue nationale. Comme la Ligue nationale. Voilà. Alors en fait, il faut savoir que la Ligue nationale de handball, au départ, Olivier Giraud était président depuis 2 ans. Il a souhaité aller à la conquête de la présidence de la Fédération française de handball. Et on s'est retrouvé face à un cas insolite. C'est-à-dire qu'il restait quelques mois pour arriver à faire en sorte de terminer le mandat qui termine au mois de février 2021. Et donc, on apparaît, j'allais dire, au plus évident. Aujourd'hui, l'Union des clubs professionnels de handball préside, en tout cas, le mot arrive à avoir une majorité à l'intérieur du handball professionnel, mais avec le syndicat des joueurs, le syndicat des entraîneurs et la Fédération française de handball. Aujourd'hui, la particularité du modèle de la Ligue nationale de handball, comme je l'ai dit, c'est que l'union des clubs est majoritaire à l'intérieur de la Ligue. Donc aujourd'hui, ça nous semblait naturel que le président que je suis, le représentant des clubs professionnels de Pro League et de Lidl Star League, termine cet intérimaire. C'était pour nous l'évidence de faire en sorte de terminer jusqu'en février 2021 en famille, pour que derrière, dans une période très compliquée, il y ait l'expertise de tous et la solidarité de tous. Je m'étais entretenu, moi, avec le syndicat des joueurs et le syndicat des entraîneurs pour leur demander l'autorisation. Ils étaient OK pour suivre dans cette direction-là. On a décidé ensemble d'élargir même notre fonctionnement. Très souvent, ils sont associés et on va continuer à amplifier cette façon de faire. Voilà aujourd'hui pourquoi ça m'a permis de garder la présidence de l'USAM Nîmes-Gard tout en ayant la présidence de la Ligue nationale de handball. Merci Bébé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci monsieur Bébé. Hein. Bon, tu manages que des hommes, pratiquement. Non, beaucoup de femmes. On a
Amélie qui nous a rejoints à l'USAM Nimgar. On a Lisa qui est formidable. On collabore. Moi, j'ai été élevé par des femmes. La compagnie des femmes, c'est que je suis un homme-femme. Je suis ce que vous voulez, mais pour moi, l'homme, la femme. Dis donc, voilà. Et dans ta vie, avoir 3 femmes à la maison, Et c'est à pas la maison, compliqué. et d'ailleurs, j'avais même oublié Zakia, Léa, Carla. Je ne sais pas si je m'appelle Davida, mais tout ce que voilà. Donc, C'est pas trop compliqué, non, 3 femmes. c'est pas compliqué du tout. Elles sont fantastiques. Toutes ces aventures que je mène, si toutefois elles n'étaient pas complètement embarquées là-dedans, elles aussi, je ne le ferais pas. Je veux dire, la priorité, c'est l'amour qu'elles me portent, l'amour que j'ai pour ces 3 femmes de ma vie. Et voilà, donc c'est juste fantastique. Et puis un petit coucou, si tu me le permets, à ma mère, à ma tante, à toutes ces femmes qui au quotidien sont dans ma vie. Donc, Et ton premier les amour femmes. maternel a été celui de ta grand-mère. Oui, ma grand-mère qui m'a élevé, qui a été juste incroyable. C'est une femme qui, je pense, qui sont des femmes qui laissent des traces sur cette terre. Il y a des gens comme ça qui influent, et en tout cas, elle m'a vraiment influencé, et c'est quelqu'un de très rare. J'en parle même pas au passé. Je ne sais pas si tu as observé, on ressent bien sûr l'amour maternel d'une maman, ce fameux cordon ombilical, mais derrière, lorsque les enfants grandissent, la grand-mère, on ressent le même amour. Oui. Hein, le même, on a l'impression que ce cordon ombilical est toujours là, quoi, je veux dire, avec la mamie. Tout à fait. Et puis là, voilà, la particularité, ma mère avait 15 ans oui. Quand je suis arrivé en 1970 à Nîmes, à la clinique Pasteur. Donc, elle ne pouvait pas m'élever, évidemment, et donc c'est tout naturel, enfin tout naturellement. En tout cas, c'est ma grand-mère maternelle, mon grand-père qui m'ont élevé, qui m'ont chouchouté, qui ont fait certainement... Qui t'ont donné sûrement des valeurs. Qui m'ont apporté des valeurs incroyables, des valeurs incroyables, des valeurs de partage. Je veux dire, l'assiette était sur la table et presque il fallait ouvrir pour que tout l'immeuble puisse venir partager. C'est le partage, c'est cette solidarité et puis cette passion. C'est une femme de passion qui croyait, qui aimait sa famille, qui aimait ses enfants. Et vraiment, voilà, de magnifiques valeurs. Et puis, à toujours... être positive, à toujours aller de l'avant. Donc, j'essaye modestement d'être moi aussi exemplaire vis-à-vis d'elle. Jusqu'à quel âge elle t'a élevé? Jusqu'à très tard. D'accord. Et je continuais même quand j'étais adulte à tous les jours passer la voir. Voilà. Et tous les jours, et tous les matins, et tous les jours de l'année, de la semaine. Voilà, donc. Dis donc toi, David, le chef d'entreprise et le responsable sportif, on manage une entreprise comme on manage un club? Alors, très souvent, ça m'est arrivé pour des amis de donner des petites conférences, des interventions en entreprise. La différence qu'il y a entre l'entreprise et un club de haut niveau, c'est la notion du temps. Le temps en entreprise, j'allais dire, fonctionne à peu près sur une ligne temporelle normale, et je ne parle pas en temps de crise, puisqu'en temps de crise, on le sait, la ligne de temps, elle est complètement bousculée. Là, on voit très bien avec la crise sanitaire que nous vivons. Aujourd'hui, les entreprises, tous les jours, doivent s'adapter, et vraiment, elles ont du mérite dans un contexte comme celui-là, avec l'envie de préserver les emplois, de préserver leurs collaborateurs. C'est quelque chose de capital. Mais j'allais dire, en temps normal, la ligne de temps d'une entreprise est un paquebot, j'allais dire. Un paquebot qui suit son cap, qui suit son objectif. Un club de haut niveau, lui, c'est un zodiaque, même s'il y a des zodiaques plus ou moins gros, selon les tailles et les superficies, j'allais dire, financières de ces clubs. Mais en tout cas, ce que je note depuis maintenant un peu moins de 10 ans à la tête d'un club de haut niveau, c'est la capacité à s'adapter semaine après semaine. Puisqu'aujourd'hui, le résultat, c'est ce qui guide. Pour un sport de haut niveau, quel qu'il soit, quel que soit le sport, c'est le résultat. Et ce résultat, il est remis en cause chaque semaine. Donc vraiment, il y a une capacité à s'adapter beaucoup plus importante dans un club de haut niveau qu'en entreprise encore. Moi, je pourrais faire le parallèle, et tu vas me dire ce qu'il en est. Bernard Tapie ne serait-il pas ton homme de référence? Quand j'étais jeune, évidemment que Bernard Tapie a fait partie de ces modèles. On regardait ça, j'étais enfant, je me rappelle de son émission
C'était Ambition, je crois, sur TF1. Mmh. On regardait ça. J'étais adolescent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Bernard Tapie me ferait rêver? Je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, c'était quelqu'un qui vraiment, oui, m'a motivé. Je suis autodidacte. Je pense comme lui. Beaucoup de points communs. Il avait une réussite dans le sport incroyable. Je ne vais pas parler de ses échecs suite aux il a affaires fait la qui l'ont politique suivi. un petit peu lui aussi. Voilà, il a Ouais. fait de la politique, etc. Mais ce qu'il a représenté à un moment donné, les fameuses années 80, j'allais dire, il symbolisait la réussite avec un certain panache, et à la fois dans le business, à la fois dans l'entreprise, et à la fois dans le sport. Donc oui, moi je regardais ça, et vous savez, quand on a 15, 16, 17 ans, même jeune, et 18 ans et plus, on est influencé par des personnes, et oui, il a fait partie, en tout cas, des personnes qui m'ont influencé, qui m'ont donné cette envie de dire, tiens, on peut réussir et faire des choses. Était venu tôt cette envie de devenir chef d'entreprise? Très tôt, parce que j'ai compris que la liberté avait un prix, très rapidement, et j'avais envie vraiment très tôt d'être libre. Ça veut d'être dire un homme quoi libre. très tôt? Dès l'âge d'une vingtaine d'années, je Ah pensais oui. déjà à entreprendre. Mhm. Voilà, c'était quelque chose qui naturellement était en moi. Je suis passé par plusieurs jobs, plusieurs actions dans différentes entreprises, des gros groupes. J'avais même travaillé chez Elis, mais après j'avais travaillé à l'époque chez Interdiscount, qui était un groupe un petit peu équivalent, pour ceux qui connaissent, de Connexion, de Boulanger, d'Arty. Voilà, j'ai fait pas mal de différents jobs, mais très rapidement j'ai compris que je voulais être autonome, non pas par envie d'avoir une entreprise, mais surtout pour avoir envie de faire des choses qui me plaisaient. Ça, c'est très tôt, j'ai compris que ça avait un prix, et le prix, c'était le travail, et j'ai travaillé beaucoup. Dis donc, vous ne partirez pas en vacances ensemble avec le dirigeant nantais Gaël Pelletier? Que te reproche-t-il exactement? Alors Gaël Pelletier, je crois que ça remonte à l'époque de la Coupe de France, lorsqu'on avait posé une réclamation et qu'il avait perdu. Je crois que depuis, il est en travers. C'est bien dommage. C'est quelqu'un qui réussit de manière très brillante la structuration de son club, qui maintenant est installé au plus haut niveau. C'est quelqu'un, je déplore le fait qu'il ne s'implique pas dans la Ligue nationale de handball. Peut-être qu'il attend que je n'en sois plus pour le faire, mais quand il y avait Olivier Giraud, il le faisait pas non plus. Donc on le déplore, et ce qui est dommage, c'est toujours de vouloir, mais c'est un petit peu quand même notre époque qui veut ça, de vouloir être dans le sensationnel, se servir des médias pour faire passer un buzz, pour faire passer une idée. Je crois que la première des choses à faire, c'est avant tout, appeler les personnes, discuter avec elles. On a la sensation que tout doit passer par personne interposée à notre époque, ou par médias interposés. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Les bras sont ouverts, les portes de la Ligue nationale de handball sont à son service de son club, et Dieu sait que je sais qu'il l'appelle. Ses services appellent beaucoup la Ligue nationale de handball. On a de formidables équipes. Moi, en ce qui me concerne, l'histoire est passée. Le passé n'est qu'histoire. Ce qui m'importe, c'est le présent. S'il veut aujourd'hui s'impliquer, c'est avec grand plaisir. Voilà ce que je peux dire à ce Donc jour tu l'accueilles. de cette personne. Exactement. Dis donc, l'USAM Nîmes Gare et l'Agence nationale du sport unissent leurs forces pour promouvoir le sport, justement. Alors, l'ANS, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctionnaires qui viennent passer du temps, ou bien approcher, ou apporter leur savoir et leurs compétences. Ça, c'est une question, c'est important, cette question. L'Agence nationale du sport, c'est vraiment un organe L'ANS. aujourd'hui. L'ANS, c'est vraiment un organe qui est un organe prépondérant. Aujourd'hui, en plus, ils ont différentes actions à mener. Le sport pour tous, le sport dans les quartiers, se servir des clubs professionnels comme vecteur. Nous, en tout cas, je pense qu'on a une collaboration qui est naissante avec eux. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment on l'amplifie. Ils sont venus à Nîmes nous rendre visite. J'ai vu ça. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de grandir la relation avec eux. Mais si un outil comme celui-là est bien utilisé, ce qui me semble être le cas au vu de la qualité des personnes qui la composent, je pense que c'est un outil indispensable pour le sport. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires qui viennent Du tout. tranquillement se Non, reposer. non, du tout, c'est vraiment. J'ai essayé un de outil gratter un petit important. peu, de taquiner. Pas de problème. Si c'était le cas, fais-moi confiance, Oui, non, mais j'aurais pu le dire. je n'en doute pas un sein. Dis donc, quand un joueur a un souci, un problème particulier, il va voir son coach ou il va voir le président? Je crois qu'à l'USAM Nîmes Gare, c'est un peu atypique. Donc en théorie, il va voir son coach,
il va voir peut-être son agent. Là, aujourd'hui, à Luissam Nimgar, il a tendance à discuter avec moi, il a tendance à discuter avec le coach, avec quelquefois son agent, puisqu'il faut bien se rappeler que le handball professionnel est, comme son nom l'indique, un sport professionnel avec des représentants de joueurs. Et aujourd'hui, nous avons des représentants de joueurs qui interviennent lorsque des choses se passent mal pour leurs joueurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je suis devenu un assistant coach. Je suis en tout cas dans la cellule coach du coach Franck Maurice. Et vraiment, chacun a trouvé sa place. Il fait un très bon boulot. Il a un staff élargi. Il a la chance d'avoir un staff élargi, chose que je valide puisque, évidemment, il m'en a parlé auparavant. Je suis ancien joueur de handball, donc je sais ce qui se passe dans la tête d'un joueur de handball pro. Ça me permet de savoir si réellement c'est des vérités ou si c'est des fausses barbes ou si c'est quelquefois hors sujet. Voilà, mais c'est tu un es petit peu ouvert, atypique. vous êtes ouvert. Ah oui, là, j'ai pas de bureau au Parnasse. Bon, en tout cas, j'en ai un, mais que je partage. Et la porte est toujours ouverte. Et mon téléphone, en général, tous les jours, une fois par jour, j'ai un joueur d'une manière ou d'une autre. Bien. Quels sont les dossiers que vous devez traiter en priorité? Et peut-on envisager de nouvelles règles dans le hand? Par exemple, l'hypothèse de jet de 7 mètres pour départager 2 équipes en cas de match nul. Est-ce que c'est un projet? C'était une très bonne idée qui est partie du syndicat des entraîneurs. C'était pour créer plus de suspense à la fin des matchs. On s'est rendu compte très rapidement en prenant les statistiques. On n'imaginait pas que ça avait une telle influence sur le classement final. Donc aujourd'hui, on en a conscience. Ça a vraiment, ce système peut avoir une influence. Donc la notion de faire un point bonus, si toutefois une équipe, ce qui est le cas, gagne cette épreuve de tir au but, on se rendait compte que c'était peut-être pas équitable et juste. Donc il faudrait peut-être plutôt imaginer 3 points, 2 points et 1 point. Et à travers cet objectif de rendre le handball un petit peu plus, à la fin de match, incertain encore, puisque là, on le voit, la semaine dernière, il y a eu des matchs nuls. On a failli nous-mêmes faire un match nul contre Toulouse. Il y a eu match nul entre Istres et Dunkerque. C'est quelque chose qui devient courant, les matchs nuls dans le handball, chose qui est quand même incroyable quand on sait l'intensité qu'il y a durant 60 minutes. Donc, on n'a pas mis ça de côté. On va le travailler durant toute cette saison pour que la saison prochaine, certainement, on essaye de le mettre en place pour la prochaine saison. C'est l'un des projets prioritaires? C'est en tout cas l'un des projets que l'on a envie qui aboutisse. Moi, je trouve ça très intéressant pour la dramaturgie, une fois de plus, du match. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça fait partie des points que l'on veut mettre en place. Au niveau des axes vraiment que l'on porte, on a la mise en place, et il faut le dire, c'est quelque chose d'incroyable. En clair, en plus des 3 matchs chez notre diffuseur historique qui est beIN Sport, tous les autres matchs, les 5 autres matchs en Lidl Star League, sont diffusés gratuitement sur la plateforme LNH TV et aussi diffusés sur les Facebook des clubs. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est rare. Et nous sommes en train de travailler pour l'avenir en créant une plateforme dédiée aux fans, dédiée aux supporters de hand qui aiment leur équipe, pour pouvoir à terme suivre à l'intérieur, dans les coulisses, leur équipe. C'est vers ça que l'on travaille. Ça, c'est un projet prioritaire pour nous. Et nous avons aussi quelques petites surprises que nous réservons dans les mois à venir. Parce qu'un club ne peut pas vivre sans partenaire. Tu citais beIN Sport. Bon, ici, sur Nîmes, il y a la mairie de Nîmes. Tout à fait. Toutes les collectivités soutiennent vraiment Luissam Nimgar. Les rapports sont bons avec Nîmes? Oui, les rapports sont très bons. Jean-Paul Fournier, quand je l'avais rencontré il y a 8 ans, on était dans son bureau, nous étions descendus en D2. On avait dit ensemble qu'il fallait relever ce challenge de remonter de suite. Lui, il était un petit peu triste de voir son équipe qu'il aime beaucoup descendre en D2. On avait brillamment réussi à remonter avec un titre de champion de France de D2 l'année suivante. Et aujourd'hui, Luissam Nimgar ne cesse de monter. Donc, je dirais qu'on a la chance avec la ville de Nîmes, avec la métropole, avec le département et la région, d'avoir une vraie bonne relation, sachant que nos partenaires privilégiés sont bien sûr la ville de Nîmes, la métropole, le département, mais nous avons un lien particulier, on s'appelle Luissam Nimgar. Et aujourd'hui, grâce à ce soutien, et d'ailleurs la métropole pour le derby donnera
le coup d'envoi. Je crois que vraiment c'est grâce à eux, sincèrement, lorsque nous étions en D2, qu'on a pu reconstruire l'USAM Nîmes-Gard. S'il n'y avait pas cru, si la ville de Nîmes n'y avait pas cru, je crois qu'aujourd'hui, ça serait très compliqué d'être là où on en est aujourd'hui. Et je suis très heureux que Jean-Paul Fournier et toute la classe politique viennent au Parnasse infernal voir et supporter l'USAM Nîmes-Gard. Bien, en athlétisme, par exemple, à Béziers, un entraîneur sportif poursuivi pour au moins 7 viols. Cela existe également dans bien d'autres sports, le tennis, la natation, il y en a bien d'autres. Alors, il faut aussi lutter contre les violences sexuelles, mais la radicalisation aussi. Et continuer, et enfin que tous ces jeunes puissent rêver les yeux ouverts, parce que ça suffit des mecs comme ça qui abusent de jeunes. C'est dramatique, je suis mais d'une tristesse sans fin, c'est horrible. Je crois qu'il n'y a pas pire que de tels drames. Il faut tout faire, nous, dirigeants, mais c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire que de dirigeants, c'est l'affaire de tous. Tout à l'heure, je disais que le sport, c'était le reflet de notre société. Ben, on voit très bien que notre société, elle est de plus en plus dure, elle est de plus en plus violente, elle est de plus en plus tourmentée. Là, on est carrément dans le paroxysme de l'horreur. Mais apparemment, ça a toujours existé. Maintenant, c'est mis en lumière. Je ne sais pas si ça a toujours existé de cette manière-là, avec de tels actes. Moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que ça n'existe plus. Voilà. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut dire. Il faut que la parole soit libre, il faut que la parole soit libérée, il faut qu'on puisse pourchasser, il faut qu'on puisse mettre en prison, il faut qu'on puisse faire en sorte que ça n'existe pas, il faut sanctionner. C'est une sorte d'ormétac. C'est quelque chose d'horrible. Voilà. Je n'ai pas de mots, et vraiment, je suis très touché quand j'entends de telles choses. Comment faire pour éradiquer la question? Elle est tellement importante, mais je crois que c'est libérer la parole, faire en sorte. L'orméta existe, c'est là le problème. Ouais. Oui, on a l'impression à travers ce que j'entends qu'il y a une espèce de silence, de solidarité, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas accepter de telles choses. Moi, aujourd'hui, je me suis engagé dans le sport de manière bénévole pour toutes les belles raisons que le sport véhicule, pour toutes ses valeurs. Certainement pas pour ces monstruosités. J'espère que notre jeunesse n'en souffrira plus. J'espère que nos actions vont faire que. Je pense que les ministères concernés vont taper fort sur des cas comme cela, à tous les niveaux, que la justice fera son travail, j'en suis certain, que le ministère des Sports également, mais il faut que ça cesse. Je veux dire, on ne peut pas avoir ça, où que ce soit d'ailleurs. Je veux dire, les quelques violences que ce soit, et pour qui que ce soit dans le sport, mais le harcèlement, les violences faites aux femmes, tout ceci, c'est un fléau qui doit cesser. Le sport dans les banlieues, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent. Ils sont tous responsables associatifs, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce que vous faites déjà quelque chose? Alors, l'USAM Nîmes-Gard, historiquement, et encore plus avec ma sensibilité, fait toute l'année des actions non-stop. Mais aujourd'hui, on a recruté une personne formidable, Faisal, qui rentre dans le club avec cette mission-là, de vraiment s'occuper. On avait Fatia, une jeune fille, qui s'occupait remarquablement bien d'organiser, de mettre en musique toutes ces actions. Elle a souhaité partir pour d'autres aventures formidables. Elle est encore très proche du club. J'ai quelques nouvelles de temps en temps. Mais aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui arrive au club depuis quelques jours et qui va vraiment avoir comme objectif prioritaire de mettre de coordonner tout cela, toutes ces actions. Je crois que le sport de haut niveau doit être au service d'actions comme celle-ci. Ça doit passer par les quartiers, mais plus largement auprès de toutes les actions qui servent à faire avancer de belles causes. Donc plus que jamais, l'USAM Nîmes-Gard sera actif dans ce volet. Et vraiment, c'est quelque chose de prioritaire pour nous, cette saison et toutes les saisons à venir. Un petit mot peut-être, je ne sais pas si on en parlera, sur l'émission va bientôt se conclure. Sur Campus des médiateurs, donc cette ONG fantastique qui est venue me solliciter. C'était prévu. Voilà, qui fait un travail remarquable contre le harcèlement dans les collèges, les écoles, les lycées, qui maintenant fait la même action avec la même expertise dans le sport.
Ils m'ont demandé de les accompagner, d'être à leur côté. Et vraiment, un grand merci à Jackie Pamar, son président, qui me fait ce formidable, ce beau cadeau d'être dans cette aventure. Donc aujourd'hui, nous allons signer un partenariat avec eux pour que l'USAM Nîmes-Gard soit un laboratoire pour cet objectif d'enrayer tout le harcèlement dans le sport, toutes les violences dans le sport. Et voilà, et donc plus que jamais, on sera présent et on sera sur le terrain. On sait que Paris Saint-Germain domine, ne serait-ce que sur le plan budgétaire. Nîmes se situe en 5e position, je crois. Ouais, 5-6e. 5-6e budget, mais est quand même 2 secondes là, actuellement Nîmes, alors que Paris Saint-Germain est premier. Et Montpellier est derrière. Donc c'est important, d'où l'argent est important. Bien sûr. C'est le nerf de la guerre. Donc avec des vedettes, bien sûr. Paris Saint-Germain, mais nous en avons également. Alors, deux dernières questions. As-tu le temps de continuer à faire du sport? Je me force au moins 4 fois par semaine à faire 20 minutes de vélo au téléphone. Parce que j'essaie d'optimiser le temps. Hier, pour l'anecdote, j'étais au téléphone, mais j'étais trop essoufflé avec Franck Maurice, le coach. On discutait, mais j'étais sur ma séquence vélo que j'essaye de tenir 4 fois par semaine, 20 minutes. Et j'ai dû le laisser et lui dire que je le rappelais après. Donc j'essaye vraiment d'avoir cette hygiène-là pour rester en bonne santé, pour avoir du peps, pour avoir de l'énergie. Donc oui, je fais du sport. Pas beaucoup, mais je me tiens régulièrement ces 4 ou 5 fois semaine, 20 minutes de vélo, un petit peu d'abdos, etc. Mais on voit que tu as la forme quand même. Hein. J'essaye de l'avoir. Bon, alors pour conclure cette émission, que faisais-tu et où étais-tu il y a 32 ans, en 1998, à l'époque des Barjots? J'étais un fervent supporter des Barjots. J'étais à Pablo Neruda 98, non, là j'étais un supporter donc des Barjots. J'étais devant ma télé, devant les exploits. Je suivais l'USAM puisqu'il y en avait quelques-uns encore au club. Et puis voilà, et puis c'était fantastique. Ils ont montré la voie, les Barjots. C'était l'époque incroyable de l'équipe de France qui a commencé à gagner tout en haut. Et on voit aujourd'hui, on a l'impression avec l'équipe de France que tout est naturel. Les multiples titres, les multiples Jeux Olympiques, etc. On le voit à Michael Guigou. Michael Guigou qui est un sportif certainement avec un palmarès les plus brillants de tout sport confondu. Et il est d'une simplicité, il est capable de s'investir pour des causes, il est humble, il est simple. C'est une chance de l'avoir à Nîmes, hein, d'avoir une légende comme lui. Mais on ne se rend pas compte du travail qui est fait par toute la formation de tous les clubs, la formation de la Fédération française de handball avec les pôles espoirs. Je crois que pour arriver à de tels résultats, est-ce qu'il y a une formation incroyable, et l'ADN de l'USAM Nîmes-Gard, c'est et ça restera la formation. Il y a quand même une pointure également, c'est Richardson qui a bien évolué. Jackson Richardson, on verra demain, on verra pour le derby, on aura Melvin sur le terrain qui sera là. Donc Jackson, il a amené, je me rappellerai toujours de la phrase de Jacques Chirac qui croyait qu'il était américain quand il lui donnait sa médaille, et alors qu'il lui a dit non mais je suis français, Jackson c'est le prénom. Donc c'était très amusant, mais c'est pour dire qu'il nous a amené vers des conquêtes, des sommets incroyables. Petit clin d'œil, Michael Guigou a choisi le numéro de Jackson Richardson pour soi-disant sa dernière saison. J'ai bien dit soi-disant, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas c'est un petit scoop là que je donne, on ne sait pas, mais en tout cas je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais j'ai l'impression qu'il a retrouvé ses jambes ou qu'il ne les a jamais perdues plutôt, et il a pris pour cette année le numéro fétiche de Jackson Richardson, donc c'est génial, ça prouve l'influence que cet homme, que ce grand sportif a eu. Qu'est-ce qu'il faut pour retenir un sportif au club? C'est une grande question et c'est une belle question parce qu'on peut dire de suite spontanément l'argent, mais pas que. On sait très bien que ce qui est important pour un sportif, c'est qu'il se sente bien, c'est qu'il y ait un public, et un grand merci aux supporters du Parnasse, Infernal, que ce soit le Green Cup et autres. C'est tout simplement un public incroyable que nous avons, un des publics les plus incroyables de France. Et donc il lui faut un environnement, il lui faut des conditions évidemment, être compétitif par rapport aux autres grands clubs, et il lui faut, j'espère que pour beaucoup de joueurs qui passent par la Maison Verte, c'est une famille,
Et j'espère qu'ils aiment cette famille et qu'ils vont y rester le plus longtemps possible. Est-ce qu'un joueur de hand, on le chouchoute autant qu'un footeux? Je ne sais pas, en tout cas, ce que je sais, c'est que vraiment, un joueur de hand, il a cette simplicité, cette humilité, et c'est vraiment quelqu'un de très agréable, de très simple à vivre. Donc je ne sais pas dans le foot, j'ai peut-être l'impression que c'est peut-être un peu plus compliqué, pas à Nîmes Olympique, peut-être ailleurs, mais en tout cas, il me semble qu'un joueur de handball, c'est une personne simple qui a conscience du monde dans lequel il vit, et pour ça, le handball a de véritables valeurs Donc également. ça te correspond. Ça me va très bien. Parfait. Avant de remercier Alain Moula pour son accueil ici au W, merci à France pour sa communication. Merci à Aurélien, bien sûr, bébé. Ah ben il est là, viens si tu veux. Viens Alain Moula, comme ça. Allez, passe par là. C'est du direct intégral. Hein. C'est du direct intégral. Bonjour monsieur Moula. Voilà, nous venons de conclure l'émission. Alors d'abord, je tiens à m'excuser parce que je tenais à venir parce que j'apprécie beaucoup ce monsieur. On se connaissait depuis longtemps, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés, puis ça colle bien quoi. Et puis j'apprécie beaucoup, donc je voulais mes obligations de travail ce matin. Tu faisais la cuisine encore ce matin. Voilà, je faisais la cuisine, bien sûr. Non, ça me fait plaisir que tu sois là. Très heureux d'être là. Ça me fait plaisir surtout tout ce que j'ai appris, toutes ces nominations, tout ce qui se passe. Et je suis très très content pour toi. Parce que Merci. Bon, maintenant il te faudra regarder l'émission. Mais je le regarderai avec plaisir. Ça, c'est sûr qu'il va la regarder. Voilà. Donc, une nouvelle fois, merci. Merci à vous qui êtes derrière vos téléphones, votre ordinateur. Merci de nous rester fidèles. Vous étiez quand même pratiquement 2000 la semaine dernière. Merci à toutes, merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Vraiment plein de bienveillance. Et puis le meilleur à vous, tous, toute l'équipe, pour la suite encore de cette belle aventure. Merci. Au revoir. À très bientôt. Bye bye. Et restez-nous fidèles. Au revoir.